Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Merci de regarder votre magazine d'actualité politique en République démocratique du Congo, Décryptage. Nous allons commenter l'actualité, décrypter l'actualité, notamment le processus électoral, avec un invité. Il s'appelle Maître Bouanga Sakaladi Pambou. Il est avocat à la Cour d'appel Kinshasa-Matete, mais également vice-président du CDR, courant des démocrates rénovateurs, parti cher à Jean-Lucien Boussa. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, un plaisir. Alors, avec vous, nous allons revenir évidemment sur le processus électoral avec cette première question. Est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il encore une raison d'émettre des doutes sur le processus électoral en République démocratique du Congo? Je n'en vois aucune réserve, à parfaits égards. Pourquoi? Parce que je me dis que les étapes nécessaires ont déjà été franchies. Aujourd'hui, nous avons une loi électorale qui ne fait l'ombre d'aucun doute et qui est plus que cessif et qui remplit sa mission régulatrice pour ce que nous avons comme projection. Mais au-delà de cela, il y a un enrôlement des électeurs qui dépasse le cap des 108%. Ce sont des cas pratiques pour lesquels il n'y a pas de débat, des acquis de ce processus pour lesquels nous n'aurons pas de discussion. Et je pense qu'il faut une volonté claire, une volonté politique qui accompagne ces repères porteurs, qui garantissent l'organisation des élections et la tenue de scrutin qui nous permettent d'aller vers une alternance démocratique sans appel. Alors pour vous, ce sont les seules garanties, les seuls signes qui vous garantissent, qui vous font croire évidemment que le processus va bon train? Je pense qu'au-delà de tout ce qui accompagne la mise en œuvre de ce processus, ce sont là les repères essentiels qui se confortent par la vocation de cet accord qui était la mission de tenir les élections. C'est d'abord ça la finalité de l'accord du 31 décembre, tel que repris dans son chapitre 3e. Alors, au regard de l'accord de la Saint-Sylvestre aujourd'hui, est-ce que vous croyez que, avec la volonté politique évidemment, est-ce que vous croyez que le régime actuel va effectivement tenir ces élections au 23 décembre 2018? Êtes-vous certain? Je ne sais pas ce que vous entendez dans le jargon du régime. Je ne sais pas de quoi. Je vais parler du gouvernement. Je parle d'un gouvernement, oui, justement le gouvernement des partis signataires de l'accord, oui, qui mène aujourd'hui la mission d'accompagner le processus jusqu'à sa réalisation. Je tiens à me fixer sur la bonne foi des uns des autres parce que le destin de ce pays en dépend. Et nous avons pris la juste mesure lorsque nous avons, après avoir signé l'accord du 18 octobre, fixer notre évolution dans ces échanges autour de l'accord du 31 qui a garanti les assises et la base d'une volonté commune, d'une volonté collective de faire entrer notre peuple dans son destin. Alors, mais aujourd'hui, on a comme l'impression qu'en regardant l'accord, il y a un certain nombre de volets, notamment la décristallisation politique qui continue à diviser. Quel est votre regard critique sur la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre? Est-ce que cet accord, il est totalement mis en œuvre ou il y a encore des problèmes? Non, je peux relever des échantillons indicatifs. Allez-y. Je vous donne un exemple. Au point 4, je crois, si je ne me trompe, l'on demande, par exemple, que dans les 14 jours, toutes les parties prenantes à l'accord puissent changer ou bien demander le relais des membres qui intègrent la CENI. Lorsque cet aspect de l'accord n'a pas été vidé par l'une ou l'autre partie, est-ce que la faute incombe à la mise en œuvre globale ou peut-être à un raté dans l'évolution? Non, je me pose la question, je fais un questionnement personnel. Il y a des ratés qui ont peut-être leur format de responsabilité lié à l'une ou l'autre manière de mettre en œuvre l'accord qui peut incomber même aux partis. Donc, c'est un échantillon que je relève dans ce mécanisme-là, mais je me dis que l'accord en soi a une mission. Et c'est cette mission qui doit être le mot maître de sa mise en application. Le reste, non, d'abord la réalisation, la tenue des élections. C'est ça la clé. Mais lorsque je reviens sur les autres aspects ou les pans qui touchent à la mise en œuvre de l'accord, je me dis qu'il y a des efforts à faire. Et ces efforts, nous devons tous les entendre dans une participation collective à la réalisation de la mise en œuvre de l'accord. Permettez-moi de revenir sur ce pléonasme, mais je me dis que c'est le prédicat indicatif, c'est le prédicat clé, mettre en œuvre l'accord au regard d'abord de sa mission. Et pour tout ce qui touche
comment dirais-je, aux autres agrégats liés à l'accord, il importe que chacun de nous y mette de la volonté. Moi, je crois à la volonté politique de tous et que cette volonté puisse aller concourir dans le sens des intérêts qu'attend le peuple. Vous êtes un parti d'opposition, vous êtes dans un gouvernement d'union nationale. La finalité de l'accord, ce sont les élections. Le peuple attend les élections. Mais comment aller aux élections lorsqu'il y a un problème de décrispation? Par exemple, allez-y. La décrispation politique sur laquelle vous revenez de manière très tactique, j'aime beaucoup, revient, en fait quand je dis revenir, c'est un remake de votre première question à laquelle je venais de répondre. Oui. Mais je me dis, la décrispation est une des étapes, une des parts à réaliser dans cet accord. Mais on y met de la volonté, nous déterminons à le faire. Et une décrispation, c'est vrai, elle comporte plusieurs aspects, plusieurs volets de l'accord. Oui. Mais ces volets, je crois qu'il y a des réalisations qui touchent à la volonté des uns des autres d'y arriver. Mais il faut que chacun y travaille. Il faut que toutes les parties prenantes y mettent du leur pour qu'on y arrive. Voilà la part à faire. Je crois qu'elle n'incombe pas à une seule partie ou à une autre. Il y a certaines responsabilités qui ne reviennent pas à vous, par exemple, comme parti politique. Il y a certaines responsabilités qui reviennent au gouvernement, par exemple. Abandon de poursuite à l'encontre de certains concurrents politiques qui sont en exil. Ces gens-là doivent revenir pour faire partie intégrante du processus électoral. Dès lors qu'ils ne sont pas revenus, comment aller aux élections? Parce que la finalité, c'est que les résultats seront contestés. Non, je relève ceci. Lorsque nous avons signé cet accord, il s'est fixé clairement, de manière sacro-sainte, que nous devions rester dans le principe de l'observance stricte du texte suprême de l'ordre juridique de l'État, qu'est la Constitution. Et lorsqu'un accord se greffe sur cet agrégat, je vois mal comment est-ce que l'on pourrait déroger à ceux qui s'y appliquent, tels que la loi en matière pénale, en matière civile ou autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditionnalités qui obéissent aux dispositions légales pour accéder à certains aspects, ou dès lors à certains aspects liés à l'application de l'accord, dès lors qu'on y fixe une projection. Mais il faudrait que ce soit conforme à ce qu'on a arrêté. C'est le respect de la Constitution. Je pense que toutes les prétentions doivent être conformes au respect de la Constitution, au respect des lois établies. Non, attendez. Aujourd'hui, vous revenez à la Constitution. Non, mais je ne reviens pas à la Constitution. C'est une des bornes de l'accord. Et c'est une des questions pour laquelle il n'y aura pas débat, parce que toutes les parties ont dit qu'elles s'imposaient à elles, erga omnes, comme on dit, et à tous. Il n'y a pas de réserve. Je crois que toutes ces prétentions doivent être entendues dans le respect des règles établies. Si les demandes sont fondées, mais je crois que ceux qui doivent activer leur action sur la question pour que l'accord aboutisse, doivent le faire, c'est vrai, de concert avec toutes les autres parties, mais que cela soit entendu dans le respect des règles établies. Mais j'imagine que la demande, elle est fondée dès lors que les engagements ont été pris et signés. Ils se sont engagés et ont signé. Le respect de l'accord implique ce qu'on appelle en droit le pacta sunt servanda. Les traités doivent être respectés. Mais lorsqu'il y a un mécanisme chronologique de mise en œuvre, mais à chaque étape, il faudrait que les prétentions de toutes les parties, même lorsqu'elles sont bénéficiaires, correspondent à ce qu'on a convenu. Si c'est en respectant l'accord, je vous donne un exemple. Mais l'on m'a demandé à quelques parties signataires de désigner un Premier ministre. Nous n'étions pas partie prenante, nous signataires de l'accord du 18 octobre. Non, du 18 octobre. Oui. Partie signataire de l'accord du 18 octobre. Oui. Ceux qui étaient non signataires avaient le bénéfice d'avoir la nomination du Premier ministre en leur gipsière. Mais lorsqu'ils n'arrivent pas à l'assumer, cette faute incombe à qui? À un rejet des droits qui vous sont acquis ou bien des prérogatives qui vous reviennent dans le cadre de cet accord? Non, vous voyez qu'il y a des responsabilités partagées à chaque niveau. Et ce qui a causé d'ailleurs des retards dans la mise en œuvre de l'accord. Ce sont des exemples, des cas types que je vous prends dans le cadre de cette application de l'accord. Vous êtes un homme de droit, vous savez bien qu'au niveau du rassemblement, on devait proposer un nom. Du côté du régime, du gouvernement, du côté du régime, je dirais, on voulait 3 noms. Ça posait de problèmes. Mais cette dialectique autour des noms et des choix,
je tiens à vous dire que ce ne sont pas toutes les parties signataires qui doivent l'assumer. Dès lors une partie signataire n'arrive pas à vider un postulat qui lui revient, mais cela n'incombe pas aux autres, alors qu'ils se battent sur cet agrégat qui était d'ailleurs un agrégat spécifique à ce groupe de signataires. Je ne veux pas en être comptable pour le CDER, mon parti. Alors, et si jamais le gouvernement, vous qui êtes parti d'opposition dans le gouvernement, et si jamais le gouvernement ou le régime organisait le référendum, parce que d'après l'accord, il était dit que pas de référendum. Et si jamais il y avait le référendum, quelle serait maintenant votre position au sein du gouvernement? Mais vous plagiez sur l'hypothétique. Moi, je n'aime pas parler de prophétie. Je suis dans le réel. Nous avons une loi électorale. Nous avons la préparation d'une loi sur la répartition des sièges. Nous avons des enrôlés qui sont aujourd'hui au point parfait. Mais qu'est-ce que j'attends? J'espère que cette loi soit mise en œuvre très rapidement, celle de la répartition des sièges, et que nous allions aux élections. Je ne veux pas subodorer sur des questions qui ne sont que relevant du domaine de l'hypothétique. Je ne peux pas le faire, je ne me permettrai pas de m'offrir ce luxe. Je me dis, je reste sur ce qui me paraît excessif et réel. C'est cette loi électorale, c'est la possibilité d'aller aux élections pour offrir à notre peuple la perspective d'une alternative crédible et d'une alternance politique. Alors, lorsque l'on parle toujours de mandat du chef de l'État, il y a toujours une question qui refait surface, c'est la possibilité de voir le président se représenter pour un troisième mandat. Allez-vous accepter cela, vous? Mais vous êtes un bon devin, j'ai remarqué. Je ne dis pas que vous faites de la divination, mais je ne veux pas supputer sur des choses qui sont entendues dans l'opinion collective comme étant, vous m'excuserez, hein, oui, une sorte de... Mais vous ne voulez pas au même moment... de véhicule... vous voulez pas au même moment donner votre position psychologique, oui, de peur Mais pourquoi est-ce que je pourrais avoir une opinion sur ce qui n'existe pas? Je suis signataire d'un accord, et ce qui est repris dans cet accord et qui détermine la position du président de la République est organisé, d'ailleurs, spécifiquement repris dans l'accord comme étant une part claire de ce que rend la Constitution. C'est comment dirais-je, un opuscule repris spécifiquement sur ce qui est clair, donc la Constitution. Si on me renvoie dessus, je ne vois pas pourquoi je vais y revenir. Donc, je reste fixé sur la bonne foi des signataires et je crois que l'avenir s'entend par la volonté de tous à aller de l'avant. Alors aujourd'hui, on continue de marche. Les marches sont organisées par le comité laïque catholique. Est-ce que vous avez un message spécifique à la population au regard de ce processus électoral qui, de votre avis, avance bien? Je n'aurai de cesse à le répéter. Il n'y a jamais de difficulté, il n'y a jamais comment dirais-je, de voie ou de route sans difficulté. La mise en œuvre d'un accord n'est pas une chose aisée. Je le sais, parce que j'ai passé beaucoup de temps à négocier depuis la Cité de l'Eau et depuis que nous avions continué cette procession au niveau de la SENCO, et ce n'était pas aisé. Mais seulement, je me dis, ce qu'il y a de positif, c'est que le processus en soi, pour ce qui est de l'essentiel de la mission, est tenu, et nous avançons. Ok? Sur le plan législatif, c'est producteur. Sur les institutions non électives, telles que le gouvernement, c'est acquis aussi parce que la CENI est financée. C'est progressif. C'est déjà un travail. Mais je me dis, j'aime revenir dessus, c'est ce qu'on appelle l'habeas corpus, c'est-à-dire les droits acquis des citoyens ainsi que de l'État. Mais les articles 11 à 67 de la Constitution les consacrent. Si aujourd'hui, tout acteur, que ce soit de la société civile ou que ce soit des acteurs politiques, estime qu'il faut recourir à un type de droit spécifique lié à la manifestation, par exemple, ou autre chose, pour revendiquer le besoin de mettre en application un accord que tout le monde a accepté, pour lequel nous avons 32 signataires, bon, c'est déjà bien. Mais je me dis que je peux suggérer que cette capacité à mobiliser pour l'application de l'accord soit tout autant réorientée ou peut-être mise à profit dans la mobilisation des votants, dans la mise sur pied des capacités d'observation. Parce que la difficulté, c'est surtout lorsqu'on compte les voix, lorsqu'on compte les scrutins. C'est là qu'il faut mettre de l'énergie. Parce que ce qui est établi et ce qui est déjà fait, nous ne pourrons plus y revenir. Nous sommes déjà sur un support législatif qui détermine le scrutin à tenir. Travaillons dessus, je parle de la loi électorale. On vous entend parler, les marches n'ont
plus leur raison d'être aujourd'hui. Elles ont leur sens, mais qu'elles mobilisent davantage. Comme j'ai dit, je suggère qu'au-delà de ces marches, au-delà de ces droits à exercer pour revendiquer l'application de l'accord, il soit tout autant accouplé, par exemple, une volonté fixée sur la sensibilisation des votants à aller aux urnes, et tout autant, vous savez, vous pouvez avoir plusieurs enrôlés, mais à la fin, vous avez un taux participatif faible. Oui. Ça rend déficitaire l'efficience des élections. Donc, ce sont des choses pour lesquelles il faut tout autant se fixer, ainsi que les capacités de surveillance des scrutins, ce qu'on appelle l'observation en langage international et dans les standards requis. Alors, cela risque d'arriver lorsque vous avez par exemple le G7 qui dit qu'il ne participera pas à ces élections lorsque leur candidat ne sera pas là. C'est pourquoi il était quand même question que l'on abandonne des poursuites pour que ceux qui sont à l'étranger également participent, pour que la participation soit totale, pour que tout le monde soit représenté. C'est ça aussi le rôle de l'Église catholique, la démarche de l'Église catholique, c'est dans ce sens. Je crains que vous mêliez les pinceaux sur la question. Moi je pense que ce qui serait intéressant, c'est de considérer les prétentions d'un groupe de signataires, qu'elles soient abordées d'une manière ou d'une autre, mais qu'au moins le processus avance d'abord. Parce que ces prétentions, elles seront évaluées à temps et à contre-temps, selon les exceptions qui leur donnent soit de la substance ou non. C'est une volonté exprimée par une partie. Bon, si elle trouve un estuaire, ce serait constructif, mais si l'essentiel de ce qui doit être fait doit être battu en brèche pour une seule prétention, je crains que la machine avance et que beaucoup soient stupéfaits par les attentes de notre peuple. Vous êtes un parti d'opposition, j'aurais bien voulu vous sentir dans votre argumentaire solidaire envers vos amis de l'opposition. Ça, je ne le sens pas. Je crains que votre opinion ne soit, ce n'est qu'une question. ne soit liée à vos convictions, ce que d'ailleurs je respecte, mais j'aimerais simplement vous dire ceci. Dans la vie, il y a un temps pour tout. Nous sommes dans l'opposition, nous ne l'avons pas quitté. Nous l'avons d'ailleurs plusieurs fois excipé comme argument clair de notre recherche du bonheur de ce peuple. Nous sommes allés à la cité de l'OUA, nous avons commencé dans les forces politiques et sociales, nous sommes passés à la dynamique de l'opposition, et lorsqu'on nous a appelés à Genneval, nous avons dit que ce chemin-là ne nous convainquait pas, nous avons fait notre choix, nous n'avons trahi personne, parce que si nous avions trahi, nous aurions trahi nos convictions, et notre conviction c'était d'aller à la cité de l'OUA, de négocier un accord d'ailleurs qui était assorti d'un chronogramme. Et lorsque nous allons à la Senco, l'accord proposé sous ce format-là n'avait pas de chronogramme. C'était un additif collectif à l'inclusivité qu'apportait l'accord du 31. Et c'est autour de ce tout cohérent, dont nous n'avons pas été les moindres les acteurs, je le dis modestement, que en ce jour nous avons un accord qui a un sens et qui nous permet d'aller vers les joutes électorales pour offrir à ce peuple la possibilité de choisir ses dirigeants et de fixer son avenir vers un destin qui lui sera porteur. C'est là notre bataille, et je crois que ce postulat, nous le portons. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'il y avait un temps pour tout. Il y a un temps pour être activiste politique dans la rue, pour réclamer les choses. Nous l'avons fait, et ce que nous avions dit au peuple vouloir faire dans le cadre de cette réclamation, nous l'avons vidé au niveau du dialogue. Et maintenant que vous êtes dans le gouvernement, il n'y a plus le temps d'aller dans la rue. Non. Pendant que nous sommes au gouvernement, nous mobilisons les ressources pour que la CENI ait les moyens d'aller aux élections. Pourquoi nous sommes allés au dialogue? C'est parce que le gouvernement de la majorité d'alors n'avait pas mobilisé les ressources pour qu'on aille aux élections. C'était là l'objet de la crise. Et nous sommes allés de mal en pis jusqu'à la crise de légitimité. Aujourd'hui, il n'y a aucun mandat qui est en cours. Donc ce travail, nous l'avons fait, et aujourd'hui, le gouvernement a fourni ce qu'il fallait pour que nous puissions continuer à faire ce travail dans l'intérêt de nos populations et que la crise de légitimité prenne fin en République démocratique du Congo. Vous aviez dit que vous n'aviez trahi personne. Est-ce que vous pensez que vous avez toujours du crédit? Le CDR a encore du crédit auprès de la population. Vous n'avez peut-être pas taillé les partis politiques, mais la population. Avez-vous toujours le même Je estime? vous parle de la dernière tournée de notre autorité morale, le ministre d'État Jean-Lucien Boussard. Lorsque l'on sait comment les partis mobilisent aujourd'hui, l'argent. Nous n'en avons pas beaucoup, nous avons la volonté et l'adhésion collective de ceux qui croient en notre discours. Nous avons un programme qui se fixe sur 5 années de gestion du Congo dans l'avenir, et vous pourrez le décortiquer, je vous en donnerai une copie si vous voulez, ça vous fera plaisir, vous pourrez nous apprécier. Merci. Mais au-delà de cela, je tiens à vous dire que nous sommes un parti politique qui est né il y a 3 ans,
Cette longue route, nous l'avons faite avec l'adhésion du peuple congolais. Et il nous fait confiance. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons le servir au sein des institutions. Et nous mènerons notre mission jusqu'au bout parce que les élections se tiendront en République démocratique du Congo, n'en déplaise à ceux qui nous brocardent. Nous croyons que ce pays a un avenir et cet avenir repose entre la volonté des uns des autres. Et quand je dis les uns des autres, c'est chaque Congolais, chaque homme, chaque femme, chaque mère, chaque père qui souffre depuis beaucoup d'années maintenant et qui attend que les élections ouvrent la voie vers un développement intégral qui permette au Congo de s'exprimer en tant que nation. Nous allons le faire, mais je tiens à vous dire aussi que notre postulat d'opposant demeure sous le format de notre participation en tant que signataire de l'accord. Rien n'a changé sur la question, mais nous pensons qu'à chaque étape de la vie, il y a des questions essentielles à régler. En ce moment, ce qui nous préoccupe, c'est de donner des élections au peuple congolais pour que la République entre dans une ère de paix. Mais des élections apaisées. La population veut. Mais la question est entendue. Quand je parle d'une ère de paix, c'est après des élections apaisées. Alors vous vouliez dire l'autorité morale de votre parti a fait une tournée. Et... À l'intérieur, dans son fief d'origine, où il était élu à l'époque sous le mandat d'un autre parti politique, qu'à cela ne tienne, c'était des électeurs qui avaient cru à ce discours et qui avaient cru tout autant à la personnalité de ce qu'il représentait. Et c'est avec une frange de la population que vous êtes dit que nous avons... Non, ce n'est qu'un échantillon. Nous avons inauguré notre siège ici. C'était plus de 10 000 personnes. Vous nous aviez vus en train de travailler avec le peuple congolais, en train de lui dire ce que nous pensions pour son avenir. C'est là la mission que ce peuple nous a confiée. Lorsque nous cogitons et que nous offrons un programme, c'est parce que nous sommes inspirés par la douleur, les difficultés, les vicissitudes que vivent tous les nôtres qui composent la population. Et vous et moi, nous sommes ce peuple congolais. Lorsque nous réfléchissons ensemble, c'est dans l'intérêt de tous les nôtres et de nous-mêmes. Donc c'est ce travail, et je tiens à vous dire que la jauge des forces politiques, ce sont les élections. Ce sont des élections. Merci. Est-ce que vous avez suivi, j'espère que vous avez suivi quand même le chef de l'État lors de sa sortie médiatique, quelle est la lecture de CEDER par rapport à ce que le chef de l'État a dit? Votre restitution, votre analyse? Notre synthèse se fixe sur ce qu'il constate que le processus électoral est en marche. C'est ce que nous avons tiré de l'essentiel de cet échange. Pour le reste, je crois que l'actualité congolaise est très, très profuse sur les débats chauds. Il y a des matières qui touchent à l'essentiel de ce que nous recherchons. Nous voulons la tenue des élections. C'est ce que nous avons tiré. Nous sommes en face du concret et nous voulons que ce concret aille jusqu'au bout. Alors, vous regardez cette caméra, vous allez vous adresser aux populations qui vous suivent en ce moment. Est-ce que vous avez un message particulier à leur dire? Bien, j'appelle le peuple congolais au nom du CDER, notre parti, et notre autorité morale qui n'est pas en reste sur la question, l'honorable Jean-Lucien Boussa, ministre d'État, ministre du Commerce extérieur. Je voudrais que le peuple congolais sache aujourd'hui que nous sommes déterminés à lui offrir des élections pour que son avenir ait un sens. Et le sens de cet avenir, c'est sa propre image, sa propre volonté, sa propre identité sur la question de s'approprier le processus en allant massivement aux urnes et de là déterminer les choix de son propre avenir et déterminer la vie de ses propres enfants et de là le bonheur de cette nation. Merci beaucoup, j'espère que vous ne serez pas surpris. Maître Bouanga, Sakaladi Pambou, vous êtes avocat à la Cour d'appel Kinshasa-Matete, vous êtes également vice-président en charge de l'émergence et de la communication au sein du CDR, courant des démocrates rénovateurs, parti cher à Jean-Lucien Boussa. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le plaisir aura été nôtre. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien, à très bientôt avec le même plaisir.